En fait, il y a plus d'une vingtaine d'années, on a compris qu'il nous manquait des paramètres pour être efficient en agriculture. Parce qu'on était face à des problématiques qui étaient liées à la pollution. Et cette pollution, en fait, en pratiquant une agriculture telle qu'on nous l'a enseignée à l'école, ça pouvait pas faire. Donc on a dû trouver des alternatives. Et pour ça, on a mis en place ce qu'on a appelé la théorie du triangle, en fait. Alors c'est plus une théorie, parce qu'on la pratique depuis plus de 20 ans. Donc on y a fait un triangle. Et donc ça veut dire qu'on a 3 paramètres plus un élément central, qu'on verra peut-être tout à l'heure, mais déjà si on voit les 3 paramètres, c'est-à-dire qu'en haut de ces 3 paramètres, il n'y en a pas un qui va sans l'autre, en fait. On doit les mettre les 3 en place. On ne peut pas en mettre qu'un sur les 3 ou 2 sur les 3. C'est ces 3 éléments qui sont inséparables. Et donc en haut de ce triangle, on y a mis tous les extraits fermentés de plantes. Tous les extraits fermentés. Les extraits fermentés, c'est ce qu'on appelait communément les purins d'ortie, purins de consoude. C'est-à-dire quand on met des plantes dans l'eau et qu'on lance une fermentation. D'accord ? Ça, c'est les extraits fermentés. Quand on parle d'un purin, un purin, c'est animal. Si on pratique une fermentation avec des bousses de vache ou la girafe en fermentation, j'en sais rien, mais l'idée, tout ce qui est animal, ça va lancer, ça va donner un purin. Les plantes, c'est des extraits fermentés. Et pourquoi est-ce qu'on fait des extraits fermentés ? En fait, c'est parce qu'on vient chercher des bactéries. D'accord ? Des bactéries, des champignons, des algues microscopiques, d'autres, des protozoaires, plein de choses, mais là, c'est surtout les bactéries. Et on a, dans certaines de ces bactéries, qui sont des bactéries, donc ça peut être des eucaryotes, des prokaryotes, même certaines archées, des vieilles bactéries. Donc des archées, c'est pas très bon quand on en a beaucoup, parce que c'est plutôt des bactéries méthanogènes, mais surtout dans les eucaryotes et prokaryotes, on va dans certaines bactéries, pas toutes, il y a ce qu'on appelle à l'intérieur de la cellule, alors pas les prokaryotes, parce que vous le savez, elles n'ont pas de membrane cellulaire, mais dans les eucaryotes, on va retrouver ce qu'on appelle des magnétosomes, c'est comme un collier de perles, et c'est des cristaux de magnétite et de gégite, en fait. Comme un collier de perles, donc des cristaux de magnétite qui vont générer un lien et une résonance avec les paramètres qui sont ici, qu'on verra tout à l'heure. Donc il y a dans certaines bactéries ce qu'on appelle des magnétosomes, en fait. Et comme je vous l'ai dit hier, rien qu'au niveau de nos arcades sourcilières, on en a 5 millions. On en a 100 millions par gramme de tissu de matière grise dans notre cerveau, le long de la moelle épinière. Donc autant que l'abeille, le dauphin, la baleine, le pigeon migrateur, ce que tu veux, nous aussi, l'espèce humaine, on est des êtres de biorésonance. C'est-à-dire, si on nous coupe du champ magnétique terrestre, on meurt. Alors, on tombe malade, c'est clair. Donc, et on va voir ce qui peut nous couper du champ magnétique terrestre. De toute façon, je vais être très clair, en raccourci. Déjà, c'est tous les antennes de téléphonie mobile, quoi. Toutes ces ondes millimétriques, c'est une catastrophe. C'est ce que j'appelle un artefact. Le vivant ne vit pas avec ces fréquences-là. Donc, on vient perturber nos champs de biorésonance. Alors, ces extraits fermentés, on a compris qu'on vient chercher des bactéries dans leur diversité, mais ce n'est pas suffisant. On n'a pas assez de bactéries dans leur diversité. On n'a pas assez de familles. Donc, il faut qu'on aille chercher d'autres fermentations. Donc, on a fait d'autres fermentations. On utilise en agriculture, et là, les Russes sont les meilleurs au monde dans ce domaine. En agriculture, c'est le petit lait. Toute forme de petit lait. Ça peut être vache, chèvre, brebis, hamster, ce que vous voulez, mais vraiment là, c'est toute forme de petit lait. On vient chercher des formes, c'est un lactosérum, des bactéries lactiques. Et nos sols, souvent nos sols, pas tous les sols, mais souvent nos sols manquent cruellement de bactéries lactiques en fait. Mais c'est pas suffisant. On a encore, oui, 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 ça c'est important. Ça c'est important de le préciser. Merci du reste. Outre ce petit lait et les extraits fermentés de plantes, on n'a pas encore assez de familles de micro-organismes. Parce qu'il faut comprendre qu'on a détruit à peu près 70% des grandes familles de micro-organismes dans les sols à coup de molécules de synthèse chimique. Alors certains vont vous dire, ouais, mais elles sont encore là sous forme de souches, etc. Oui, certes, il y en a encore sous forme de souches, mais il faut créer les conditions pour qu'elles se démultiplient. Parce que sous forme de souches, elles ne servent à rien. Et donc, on va retrouver d'autres fermentations. Et là, on a trouvé, grâce à une université agronomique en Inde, une université à Delhi, et grâce à un musée à Oxford, en Angleterre, il restait un manuscrit qui a été écrit en sanskrit par le docteur Surapala,
1000 ans après Jésus-Christ, donc c'est hier, hein, ce médecin ayurvédique, de la médecine ayurvédique, avait écrit un livre pour les humains, pour les plantes, pour l'agriculture. Donc il y avait un livre pour les humains, mais il y avait un livre pour l'agriculture. Et dans ce livre pour l'agriculture, il y a 140 recettes de médecine ayurvédique pour la terre et les plantes, uniquement pour l'agriculture. Et j'ai testé uniquement sur ces 140 recettes, j'en ai testé 2 en fait, dont une que j'avais déjà testée en Amérique du Sud et puis ensuite à la maison, qui s'appelle la Panchagavya. La Panchagavya. Et ça, je rêve de l'enseigner. C'est un mélange d'urine de vache, mais là, bon, il faut être croisé moine zen hein, pour aller chercher de l'urine de vache. Donc, nous, on utilise de l'urine humaine, de la bouse de vache, de la banane, c'est local, on y est. Il peut y avoir de l'eau de coco, du jagré, sucre de date, mais on peut mettre du miel à la place. Donc, ça se fabrique en 33 jours. C'est des brassages successifs. Je vous donnerai la recette, c'est évident. Je vais être très clair. J'ai testé tellement de fermentation en 27 ans. Mon ego a pris un sacré coup parce que cette recette qui date de bien plus que 1000 ans après Jésus-Christ, hein, Dr Surapala n'a fait que la retranscrire dans ses écrits. J'ai pas réussi à l'égaler en termes d'efficacité. Voilà. Là, on est tombé sur une recette exceptionnelle sur des sols épuisés, des sols faiblement paramagnétiques. C'est la seule fermentation qui permet de maintenir le paramagnétisme sur la durée, donc de démultiplier des bactéries, etc. Donc on la verra. Vous avez aussi, on va pas toutes les voir, mais Anna, elle connaît très très bien la lithofère. La lithofère, en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut la faire, hein, c'est la lithofère, en fait, c'est une listière forestière fermentée, mais on va aussi chercher des souches de matériaux en dehors que dans des forêts, en fait. Ça peut être dans les champs, dans des vignes, etc. etc. Donc c'est aussi d'autres fermentations qui ont été remis au goût du jour, notamment par un centre que je vais appeler un centre de recherche et du bien commun, c'est le centre Terre et Humanisme. Donc en France, ils ont bien spéculé sur la recherche sur la lithofère, ils font un excellent travail. Et puis on a aussi le canet, en fait. Le canet, en fait, c'est une fermentation de pain. Et ça, moi, je l'ai pratiqué il y a presque 25 ans en arrière. J'ai remis des sols qui étaient aux abois avec ça. Donc ça aussi, on vous l'enseignera. C'est des fermentations exceptionnelles. C'est facile à faire. J'ai acheté des céréales qu'on trouve en Afrique et je vous avoue que j'ai pas eu le temps de les lancer. Mais dès que je rentre à la maison, je fais. Mais j'aimerais le faire en parallèle avec vous. Vous puissiez les lancer aussi ici, puis qu'on échange entre nous. Parce que dans le canet, on a découvert des bactéries qui sont capables de dépolluer des sols, même qui ont été pollués au chlordécone, en fait. Donc le chlordécone, donc c'est des molécules où il y a du chlore. Et vous savez que le chlore rentre dans les cellules des humains, vient détruire les mitochondries. Vous avez 98% de la population à la Martinique qui est atteinte, un bébé, personnes âgées, 98%. Et on ne sait pas comment faire. Donc, et on sait le faire avec des ferments naturels. Donc ça, c'est, on pourrait imaginer des sols pollués en France, en Afrique, enfin sur la planète. On a des fermentations exceptionnelles qui nous permettent de casser ces molécules et d'arriver à mieux dépolluer, en fait. Donc ça, on ne peut pas compter sur la chimie là-dessus parce que ça serait rajouter une couche sur le millefeuille, quoi. Bon, on vient de comprendre que il y en a plein d'autres, hein, le thé de compost, etc. J'en ai oublié plein. On vient chercher une diversité de ferments. Tout ce que vous avez fait ici, au centre ici, là, au Sénégal, toutes ces fermentations-là, on les mettrait là. D'accord? Bon, ça, là, c'est des bactéries, c'est super, mais il faut les nourrir. D'accord? C'est bien beau de pulvériser des ferments dans nos pots ou dans nos sols, on va devoir les nourrir. Donc en bas à droite, on va mettre la nourriture des bactéries. D'accord? Par exemple, les engrais, mais les engrais naturels, les engrais organiques. Les engrais organiques. Ça peut être du poisson desséché, de la farine de plume, de la fiente de poule, des engrais organiques. Surtout pas les engrais solubles, c'est pas de la nourriture, ça c'est du gavage d'oie, on voit où ça nous a mené. C'est pas de la nourriture de bactéries, ça a contribué à les détruire. Donc des engrais organiques, en partie, ça va nourrir les bactéries. Mais aussi tout ce qui est fumure, donc les fumiers, d'accord? Donc les fumures. Donc les fumures dans leur diversité. Et là, on a pour habitude de dire que quand on fait un fumier ou un compost, l'idée, c'est pas toujours facile, mais l'idée, c'est d'amener maximum 10% de matière animale et le reste, ça sera la part végétale. On ne fait pas de l'humus avec de l'animal, on le sait tous, hein.
On fait de l'humus avec la part végétale. La part animale, c'est la fraction noble. On sait à peu près à quoi ça sert. D'ailleurs, si vous allez en forêt, soyons sérieux, quoi. Trouvez-moi, je sais pas, un oiseau crevé ou une souris crevée ou enfin un lézard. Enfin, il y a rien de tout ça. On les voit pas. Il y a très peu de macrofaune qui est morte, qu'on voit en train de se décomposer dans le sol. Ce qu'on voit, c'est majoritairement de la matière végétale. Vous êtes d'accord? Et c'est avec ça qu'on fait de l'humus. D'accord? Donc c'est grosso modo sur ton volume de fumier ou de compost, hein, c'est grosso modo, ça sera 90% de masse végétale, 10% de matière animale. Tu mets trop de matière animale, tu dépasses ces 10%, tu vas créer du pathogène. Mais alors là, à outrance. Et on a vu des fumiers où tu avais pratiquement 50% animal, 50% végétal. Alors on va dire, ouais, mais regarde, mes plantes, elles poussent, mais tu es tout le temps en train de combler les vides parce que tu as des attaques de champignons, d'insectes, c'est une catastrophe. Donc les fumiers, mais aussi les composts, les amendements, rentrent dans cette zone de nourriture des bactéries. Les engrais verts, je pense que j'ai vu ici du lupin, des choses comme ça. On pourrait imaginer ici des lupins. Bon, j'ai pas retenu les plantes que tu m'as données parce que j'ai pas vos connaissances, mais il y a des plantes qui peuvent servir de couverture de sol sous forme d'engrais verts. On les reverra ensemble. J'ai besoin d'apprendre ça, mais qui vont amener de la chlorophylle. En fait, c'est ça le but, c'est de jamais enfouir nos engrais verts. L'idée, c'est de passer le rouleau FACA, les rouler, pulvériser un ferment dessus, un ferment ici, dessus, bactéries pour activer la décomposition, mais amener de la chlorophylle dans nos sols. Nos sols manquent de chlorophylle. Souvent, on vient enfouir un engrais vert qu'on a désherbé au préalable avec un engrais chimique, on l'a détruit. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Donc, les composts, les engrais verts, et puis, on a un agronome assez exceptionnel, là où je dirais, mais bon, moi j'y mets de l'humour, hein, parce que là où nous, on a un peu échoué dans nos essais, on a un agronome exceptionnel qui s'appelle Hervé Covès, qui à l'époque m'a traduit un petit peu son travail, où il a travaillé avec du miel en agriculture. Ça peut faire sourire, mais en fait, on l'a adapté aussi bien en pulvérisation foliaire qu'en pulvérisation au sol. Et je vous dirai ce que ça génère. Mais au sol, nous mettons à peu près 100 grammes hectare de miel par hectare en pulvérisation. C'est-à-dire que quand tu vas pulvériser tes ferments, imagine ton ferment, il est prêt, tu le dilues à 6% dans ton pulvé, tu vas rajouter pour 1 hectare 100 grammes de miel que tu auras au préalable solubilisé dans une eau un peu tiède ou un peu chaude. D'accord? Sinon, il va surnager en surface et ça ne va pas faire. D'accord? Et le miel, en fait, c'est un sucre qui est très lévogire, en fait. Donc, on vient au labo, on passe le miel dans ce qu'on appelle un polarimètre, on vient polariser la lumière, et au plus c'est lévogire, au plus c'est reconnu par les micro-organismes du vivant. D'accord? Donc c'est vraiment une nourriture très lévogire, donc les micro-organismes, ils vont se jeter dessus d'une manière atavique, quoi. D'accord? Donc le miel. C'est bien, c'est génial, mais est-ce que tu as réussi à... Ça avait réussi un peu à se solubiliser ou... Ouais, il faut pas que ce soit froid, il faut pas que ce soit trop chaud non plus. Si c'est trop chaud, tu vas détruire des principes actifs, et notamment dans la cire d'abeille, tu vas retrouver ce qu'on appelle des flavonoïdes, qui sont des bactéricides très intéressants. Donc, je te l'avais dit, attention, hein, pas mettre trop de cire d'abeille parce que les flavonoïdes, c'est bactéricides, bactériostatiques. Là, tu vas embarquer des bactéries au passage. On n'a pas envie, nous, on veut des bactéries. Donc, le miel, ça, c'est bien. On peut y mettre aussi... j'espère ne pas être maladroit parce que moi, j'ai un langage un peu agronomique plutôt européen, mais on pratique aussi ce qu'on appelle le BRF, le bois raméal fragmenté. Je pense que vous connaissez bien. Le bois raméal fragmenté, il ne faut pas qu'on se trompe au niveau de la sémantique, c'est du jeune bois de l'année en fait. Hein, c'est du jeune bois de l'année. On sait que le jeune bois de l'année, les phénols ou les polyphénols, parce que c'est plusieurs phénols, ne sont pas polymérisés, ils ne sont pas en chaîne, d'accord, quand c'est le bois de l'année. Dès qu'on dépasse l'année, ces phénols sont en chaîne, polymérisés, et dans ce cas, ils sont indigestes pour les champignons mycorhiziens. Donc ce qu'on veut, c'est majoritairement du bois de l'année de manière à ce qu'il soit digeste, non polymérisé pour les champignons mycorhiziens. S'ils deviennent polymérisés, si c'est au-delà de l'année, ils seront digestes pour les champignons saprophytes. D'accord? Ça veut dire que là, le BRF, on peut le mettre, mais vous allez voir qu'il y a des conditions. Il y a des conditions qui font qu'il ne faudrait pas qu'on fasse du BRF une panacée. D'ailleurs, rien n'est une panacée. Il faut savoir adapter le matériau par rapport à la réceptivité du sol.
Et quand je parle de la réceptivité d'un sol, c'est d'abord ses énergies, pH, redox, conductivité, paramagnétisme, photométrie, mais aussi ses composants. D'accord ? Alors là, on a vu les bactéries, on a nourri les bactéries, et puis on a fait ça pendant 10 ans. Ça ne marche pas. Il nous manquait un élément, en fait. Il nous manquait ce que j'ai appelé plus tard la colle de la vie, en fait. Voilà. Et la colle de la vie, en fait, c'est une énergie très particulière, qui est une énergie paramagnétique. L'énergie paramagnétique, en fait, elle vient d'un matériau, majoritairement, qu'on a partout sous l'ensemble du manteau terrestre. Ce n'est pas un matériau exotique. C'est une roche éruptive, c'est une roche volcanique qu'on nomme le basalte. Et on a plein de basaltes différents. Si vous allez prendre le basalte qui est sous le manteau terrestre au Japon, ou celui qui est en Nouvelle-Guinée, ou celui qui est dans le Massif central, ou ici au Sénégal, ce n'est pas les mêmes basaltes, en fait. Voilà. On a une histoire de nos volcans, etc. Mais n'empêche que l'ensemble du manteau terrestre, en dehors des volcans, était à plus 300 CGS, centimètres grammes seconde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est une vitesse d'aimantation d'un point A à un point B. On sait que au plus notre sol est paramagnétique, au plus il y a de vie, au plus il y a de vie, au plus il est paramagnétique. Et le paramagnétisme, c'est la capacité d'une substance à s'orienter vers le champ magnétique terrestre à une vitesse donnée. D'accord? Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre qui est très paramagnétique? Le cobalt, par exemple. Le carbone. Le carbone, sur le tableau de Mendeleïev, alors il y a des agronomes, ils n'ont pas compris, qu'on va appeler l'autre. Le carbone, en fait, il est sur le tableau de Karlsruhe et de Mendeleïev, il est paramagnétique. C'est ce qu'on appelle le spin des électrons. Après, la manière dont on va l'apporter au sol, il peut être dia ou para, mais dans les valeurs atomiques, le carbone est très paramagnétique. Le cobalt est paramagnétique. Le cuivre, lui, il est diamagnétique, etc., etc. Donc voilà, donc on va utiliser des matériaux comme le basalte qui sont très paramagnétiques, c'est la colle de la vie, ça va permettre aux bactéries de rester en place. Alors pourquoi on a raisonné comme ça? Parce que l'ensemble des molécules de synthèse chimique qui ont été mises sur la planète sont, au contraire du paramagnétisme, sont diamagnétiques. C'est l'incapacité d'une substance à s'orienter vers le champ magnétique terrestre à une vitesse donnée. On amène de la mort en fait dans les sols en mettant des fongicides, des engrais NPK, tous ces engrais minéraux de synthèse chimique, c'est de la mort et la vie elle peut pas se développer sur de la mort. C'est pas possible. C'est l'incapacité d'une substance à s'orienter vers le champ magnétique terrestre à une vitesse donnée. J'ai mesuré des centaines d'hectares dans la Drôme, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, des centaines d'hectares qui ont été désherbés au gasoil et au Roundup, en fait. Et ça, l'État, il n'a jamais empêché ça, en fait. D'accord? Et donc, on a des sols qui sont à moins 600 CGS, en fait. Très diamagnétiques. Comment voulez-vous faire de l'agriculture biologique là-dessus? Tu vas mettre un fumier, ça marche pas. Alors, les bio, ils disent, on comprend pas, on met des trucs, ça marche pas. Puis il y en a, c'est des concours de circonstances. Ils vont acheter des sols qui sont suffisamment paramagnétiques, ils vont dire, mais non, ça tient pas, Eric, regarde, nous, quand on mettait le compost, ça fonctionne. Donc la base, c'est de connaître la valeur paramagnétique de son sol. Ça, c'est vraiment la base pour commencer de l'agriculture. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, notre objectif, c'est, on l'a vu tout à l'heure en analysant les sols, c'est d'arriver à minima à plus 100 CGS. Voilà. J'ai mesuré des sols à l'île de la Réunion qui étaient il y a 25 ans en arrière à plus 8000 CGS. Je suis revenu 25 ans après, ils étaient à plus 600 CGS. Ils ont tellement mis de glyphosate là-bas, qui est très diamagnétique, qu'ils ont réussi à détruire des sols Ferrari, quoi. Voilà, donc ça va pas. Et ici, je pense que là, au Sénégal, vous avez des sols qui ont un fort potentiel. Ils sont pas très paramagnétiques, mais ils sont très bien organisés au niveau du complexe argile. Tu vois, il y a des colloïdes. L'idée, ça serait pas de mettre des engrais minéraux de synthèse chimique comme des nitrates, des phosphates, qui sont des ions négatifs, qui vont rencontrer les argiles qui sont négatifs. Dans ce cas, vous allez finir par perdre les ions et les argiles dans les eaux, dans les nappes phréatiques, et vous allez perdre toute la matière organique. J'ai vu que vous ne travaillez pas comme ça, donc l'idée, ce serait de maintenir ça en place. Donc là, on a mis les bactéries, on a nourri les bactéries, on a amené la colle de la vie. Si je réunis ce paramètre-là,
Et ce paramètre-là, mon sol va toucher à quelque chose de particulier, c'est-à-dire à ce qu'on a appelé l'ananthropisme. L'ananthropisme, un sol ananthropique. Un humain peut être ananthropique, il l'est. C'est-à-dire, c'est la capacité d'un organisme vivant à s'auto-régénérer, à s'auto-réparer. La planète était ananthropique jusqu'à peu près 60 ans en arrière. Elle l'a été pendant 3,8 milliards d'années, elle ne l'est plus en fait. Voilà. Elle a perdu cette capacité de s'auto-réparer. Ça, c'est un consensus de ceux qui ont compris ce qu'est la géophysiologie. C'est-à-dire, si je demande d'expliquer la planète à un physicien, il va l'expliquer par la physique. Si je l'explique par la chimie, le chimiste l'expliquera par la chimie, mais il faudrait qu'on réunisse toutes ces spécificités, ce qu'on a appelé de la géophysiologie. Un des premiers grands scientifiques qui a apporté ça, qui a fait une suggestion, qui s'appelait James Lovelock, en fait, dans la théorie Gaïa, et ça, c'est vraiment intéressant. On peut toujours contester, mais c'est vraiment un regard beaucoup plus holistique que chacun enfermé dans sa spécificité. Donc ça veut dire que si on réunit ça, on s'est aperçu avec le temps qu'on n'avait plus autant besoin d'amener du compost ou du fumier, que notre sol s'auto-régénérait un peu par lui-même. Ce qu'ont réussi à faire, comment dirais-je, les Amazoniens en Amazonie avec la fameuse terra preta, qui est une technique qui est valable là-bas dans cette région, qu'on ne peut pas forcément faire ici en Afrique parce qu'il fait chaud, les sols ne sont pas soumis à de fortes lixiviations en permanence, alors qu'en Amazonie, il y a de la forêt, ça attire les nuages, il pleut, la forêt qui reste, on va rester optimiste, et donc il pleut beaucoup, on perd les éléments nutritifs en profondeur. Qu'ont fait les anciens, les Incas? Ils ont créé la fameuse terra preta qui permet de maintenir les éléments nutritifs en surface pour pas qu'il y ait de lixiviation, de lessivage, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est un coup de génie local. Quand on est en Afrique, il faut trouver un coup de génie africain, et nous, en France, il faut qu'on trouve un coup de génie français. On n'a pas trouvé encore. Chacun se bat un peu, défend sa chapelle, mais l'idée, c'est d'adapter toutes ces belles techniques à des sols qui peuvent bien les recevoir, en fait, et puis les climats qui permettent ça. Donc ça, voilà, c'est la capacité, une fois qu'on aura mis ça en place, notre sol peut tout doucement s'auto-réparer, s'auto-régénérer. Comme un être humain qui va libérer des cellules souches de la moelle osseuse ou les cellules internes au niveau épithélial pour se réparer face à un cancer. On lui donne des substances pour qu'il puisse s'auto-réparer. D'accord? C'est pas lutter contre quelque chose, c'est apporter quelque chose à un corps humain ou un sol pour qu'il ait les moyens de s'auto-réparer. Et pas toujours tuer un puceron, un acarien aussi. Voilà, pas toujours être contre, quoi. Mais la jeunesse, elle est douée là-dedans, je trouve, pour être pour plutôt que d'être contre.